Les contrôleurs de la brigade mobile de contrôle économique et de la répression des fraudes sont une fois de plus sur le terrain. La sortie entre dans le cadre d'une campagne de contrôle intensif. La cohésion sociale entre les communautés de Mané, le carnet de route dans la localité nous conduit à faire plus ample connaissance avec les liens qui unissent des rapports sociaux qui se réfèrent au mythe et au sacré. Voilà qui fait la une de l'actualité en ce jour. Bonjour, merci de votre fidélité. Commençons avec cette actualité, les réformes en cours au ministère en charge de l'enseignement supérieur. Le sujet est l'objet d'une concertation entre le premier responsable du département ministériel et des acteurs du milieu de l'enseignement. L'action est inscrite dans le cadre de l'initiative présidentielle pour une éducation de qualité. Voyons une rencontre tenue hier, 23 février, dans ce cadre avec les acteurs de l'université Nazi Boni de Bobo Dioulasso. Étudiants, enseignants, personnel ATOS de l'université Nazi Boni de Bobo Dioulasso écoutent avec intérêt les messages du professeur Adjima Tchombiano, ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation sur les réformes en cours pour donner de nouvelles perspectives aux universités du pays. À l'entame des échanges, le ministre tient d'abord à reconnaître l'effort de la communauté universitaire de ce temple de savoir pour avoir résorbé les retards académiques qui étaient si prononcés, notamment en 2023 et en 2024. Nous attendons donc la fin de cette année académique pour apprécier, mais du reste, les indicateurs montrent clairement que l'université est en train de gagner les paris. Mais également, c'était l'occasion de partager avec eux aussi les différentes réformes, les inviter à consentir leurs efforts pour la mise en œuvre donc de ces réformes, mais surtout de comprendre que si nous voulons un autre visage de nos universités, il est important aujourd'hui de changer beaucoup de choses, tant dans le fonctionnement que dans l'organisation donc du travail. Au sein de la communauté universitaire de l'université Nazi Boni de Bobo Dioulasso, c'est un sentiment de satisfaction qui se dégage au bout des échanges portant sur des innovations pour une éducation de qualité. Et nous sommes tout particulièrement heureux d'avoir reçu les félicitations du monsieur le ministre par rapport aux efforts consentis par tous les acteurs de la communauté universitaire pour la résorption des retards. Aujourd'hui, nous avons normalisé les retards, les années académiques, et nous avons bonne foi par rapport aux indicateurs en tout cas, qu'au 31 juillet 2026, on aura totalement fini et on pourra chacun de nous prendre les 3 mois de vacances réglementaires. Concernant le nombre de plats aux rues, bon, vraiment nous avons vu la note un beau jour, c'est tombé. Bon, certains critiquaient mais on ne comprenait pas. Mais avec en tout cas au sortir de cette instance, vraiment nous le remercions pour toutes les innovations qu'il fait au sein de nos universités. Concernant ce dernier volet, le ministre tient à insister que les étudiants bénéficient toujours de 2 plats par jour, contrairement aux faux messages qui sont véhiculés. Face à la forte pression, mais surtout dans un élan de solidarité, nous avons surtout demandé aux étudiants de comprendre, et surtout dans ce mois de carême, de comprendre qu'il faut partager. Il faut développer cet esprit de solidarité à leurs camarades. Et je pense qu'aujourd'hui, chacun a compris que véritablement on ne touche pas à leurs droits. Cette sortie terrain fait suite à la série de rencontres entamées par les ministres en charge de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation dans les différentes universités du Burkina Faso pour expliquer les bien fondés des innovations en cours afin de répondre à la vision des plus hautes autorités qui est celle de donner une éducation de qualité à tous. Nous assistons à une concertation similaire dans le département de l'enseignement de base. Le ministre a également rencontré hier, 23 février, les acteurs de l'éducation de la région du Guirico. La rencontre a aussi fait le point sur les nouvelles réformes dans le domaine de l'enseignement de base en cours depuis les 2 dernières années au Burkina. Biti Bienao, Salam Dabal. Après l'étape de la région de Tanounia, le ministre de l'enseignement de base, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales poursuit sa tournée dans le Guirico. Avec sa délégation, il rencontre les acteurs du système éducatif régional, encadreurs pédagogiques,
responsables administratifs, partenaires sociaux. Au centre des échanges, les réformes engagées depuis 2 ans par le département. Gouvernance scolaire, réorganisation pédagogique, promotion des langues nationales, recentrage sur les fondamentaux. Le ministre Jacques Sossen Dingara présente les orientations et précise les attentes de l'État en matière de résultats. Le diagnostic de notre système éducatif révèle un certain nombre de pratiques pour lesquelles nous pensons qu'il va falloir faire des ruptures. Et c'est l'ensemble de ces ruptures que nous avons échangé avec les acteurs. La vision étant de former un nouveau type de Burkinabé. Un Burkinabé qui travaillera avec ses mains. Un Burkinabé qui saura créer de la richesse, qui saura contribuer au développement. Les acteurs de l'éducation prennent la parole. Ils exposent leur réalité, formulent des préoccupations et réaffirment leur disponibilité à accompagner la dynamique engagée. Le deuxième point qui nous a surtout marqué, c'est la rupture qu'il faut marquer maintenant avec le passé. En fait, faire les choses autrement, de sorte à ce que l'éducation soit une éducation souveraine, que l'apprentissage se fasse avec les moyens souverains, avec la participation de tout le monde. Le plus important, c'est que ces différentes réformes, telles qu'expliquées et telles que comprises, je pense que vont certainement apporter un plus dans la qualité même de l'éducation dans notre pays. Donc nous sommes vraiment très ravis de participer à cette rentrée. À partir de cette rentrée scolaire, une nouvelle mesure entre en application. Un mois dédié à l'apprentissage des valeurs culturelles au profit des élèves du primaire. L'objectif étant de renforcer l'ancrage identitaire, consolider la transmission des repères sociaux et intégrer davantage les langues nationales dans le parcours éducatif. Dans le Guirico, le message se veut clair. Réforme et responsabilité vont de pair. L'État impulse et les acteurs mettent en œuvre. La refondation de l'éducation au FASO. Cette fois, nous sommes avec les acteurs du département en charge de l'enseignement secondaire. Le premier responsable du département ministériel était hier, 23 février, à Kaya, pour le compte de la région de Koulsé. Une prise de contact qui a aussi planché sur le sujet de la participation du département à la refondation de l'éducation. Martin Ouetraogo, Yacouba Kouala. Le ministre de l'enseignement secondaire, de la formation professionnelle et technique galvanise ses experts en vue d'une éducation de qualité au Burkina Faso. Ces experts issus des départements de l'enseignement primaire, du secondaire et du supérieur réfléchissent sur les manuels scolaires et guides pédagogiques pour les adapter à la réalité burkinabé. Le camarade capitaine Ibrahim Traoré a entrepris la transformation en profondeur de la société burkinabé. Et cette transformation passe forcément par une éducation de qualité. C'est l'éducation qui sera la clé que nous allons utiliser pour ouvrir la voie du développement. Mais quand nous parlons d'éducation, forcément il y a la question de l'accès, mais aussi la question de la qualité. Et la qualité s'obtient au prix des changements courageux. C'est pour cette raison que nous avons entrepris de réviser nos curricula et réviser nos manuels pour que le contenu de ces manuels nous reflète, nous, Burkinabés, que le contenu de ces manuels reflète notre culture, afin que nos enfants, en les lisant, puissent lire leur culture, lire leur faune, leur flore. Ces réflexions sur l'adaptation des manuels scolaires et guides pédagogiques au contexte burkinabé vont se dérouler pendant une semaine. Un tout autre point de l'actualité, accès à l'eau potable dans le cadre donc du programme d'approvisionnement en eau potable et assainissement dans les petites et moyennes villes dans 4 régions du Burkina. L'ONEA a construit des infrastructures pour accroître la production d'eau au profit des ménages de Banfora et de Bérégadougou. Le ministre en charge de l'eau a visité hier, lundi 23 février, donc, ces infrastructures et procédé à leur inauguration. Plus de précisions dans ce compte-rendu de Bourema Kane, Ali Traoré. C'est un ouf de soulagement pour les populations des villes de Banfora et de Bérégadougou. Elles n'auront plus de soucis pour s'approvisionner en eau potable. Ce grâce à l'inauguration de ces infrastructures qui vont accroître la production en or bleu dans cette partie du pays. Des infrastructures construites dans le cadre du programme d'approvisionnement en eau potable et assainissement
dans les petites et moyennes villes dans 4 régions du Burkina Faso. L'ONEA produisait 200 mètres cubes par heure. Avec ce projet, nous allons produire 600 mètres cubes par heure. Et ça va contribuer à améliorer durablement la satisfaction des besoins en eau des populations. Et les ouvrages réalisés dans ce projet sont essentiellement une station de traitement et une bâche de 500 mètres cubes et un réseau de distribution de 178 km. Tout ça, c'est pour pouvoir améliorer la capacité de production des installations de l'ONEA. Le ministre en charge de l'eau, après l'inauguration de ces installations, met le cap sur Boudadougou, à une trentaine de kilomètres de Banfora, pour voir ce site qui permet de traiter l'eau afin de l'envoyer dans le système. Ensuite, le commandant Ismaël Sombier se rend au pied des dômes de Fabédougou pour voir cette autre infrastructure réalisée. D'abord à travers la célérité avec laquelle les infrastructures ont été réalisées, mais également la qualité que nous avons pu observer dans la réalisation de ces infrastructures qui font en sorte que dans la région, de manière générale et bien sûr pour Banfora et pour certains villages environnants, il n'est plus question, il ne puisse plus avoir question d'eau, de coupure d'eau parce que l'offre est suffisante pour pouvoir couvrir les besoins. La satisfaction est d'autant plus grande que dans certains villages environnants, il a également pu être réalisé des bonnes fontaines autour desquelles les populations vont pouvoir s'approvisionner. Et nous avons donné les orientations à l'Office national de l'eau et de l'assainissement pour qu'un réseau puisse être mis en place au profit de ces populations qui sont dans des zones qui sont parfois non aménagées. Au total, 147 000 ménages auront accès à l'eau potable à travers ce projet. Un projet financé à hauteur de 44 milliards de francs CFA grâce à la coopération allemande. On a apporté presque 23 milliards de francs CFA à la construction de tout ce chantier qui est fait de plusieurs composantes. Et bien sûr, c'est aussi la coopération entre les entités de la coopération allemande, des consultants avec l'ONEA pour réaliser la construction dans le temps. Je trouvais aussi une infrastructure qui est moderne et qui pense aussi à la durabilité. Donc qui se penche aussi dans une perspective de 5 années, de 10 années, de 15 années pour avoir aussi un approvisionnement en eau durable. Je crois que ça, c'est aussi la piste à prendre. Le ministre a aussi fait une halte dans cette zone non lotie au secteur 5 de la ville, où l'accès à l'eau potable relevait d'un véritable parcours du combattant pour inaugurer cette bonne fontaine réalisée dans le cadre de ce projet. Garantir des produits sains et à des prix accessibles aux populations, les contrôleurs de la brigade mobile de contrôle économique et de la répression de fraude sont une fois de plus sur le terrain. La sortie entre dans le cadre d'une campagne de contrôle intensif décidée depuis le département ministériel en charge de l'industrie. Voyons des détails d'une sortie effectuée hier, 23 février, dans ce compte-rendu de Nongbakuda Sikuzongo. Sur cette avenue de Ouagadougou, un véhicule de la BMCRF, la Brigade mobile de contrôle économique et de la répression des fraudes. En plein mois de jeûne musulmans et chrétiens, le coordonnateur général de la structure et ses hommes descendent sur le terrain. Première escale, dans cette surface de vente de produits divers, sise au quartier Kalgondin. Les rayons sont scrutés à la loupe. C'est pas Citec. C'est quoi? C'est sous. Première surface, première anomalie constatée. Du sucre produit au Burkina Faso sans autorisation d'exercer. Produit de grande consommation, il est immédiatement retiré des rayons et le propriétaire invité à répondre au siège de la BMCRF. Quelques produits qui ne sont pas dans les normes, donc on a pu saisir ces produits. Pour ce qui nous a été reproché, on prenait l'acte pour que les jours à venir, les choses soient plus améliorées. Dans cette autre boutique, les instructions du coordonnateur général sont bien claires. Vérifier l'affichage des prix. Après vérification, plusieurs manquements sont relevés. Défaut de publicité de prix, des produits cosmétiques sans date de péremption et surtout
de la farine de blé importée, pourtant faisant partie des produits interdits d'importation. La marchandise est saisie. Là, le propriétaire cumule plusieurs infractions. Défaut de publicité de prix, absence de registre de commerce, manque de facture de vente et pas seulement. Vous avez du sucre importé. Il dit que le sac fait 24 000. Ils ont attaché ça en volume d'un kilo. Donc en tant que contrôle, nous devons savoir combien de l'eau d'un kilo ils ont pu attacher dans ces 24 dans ces sacs-là. Et pour qu'on sache exactement combien ils revendent à peu près le contenu de ces sacs, c'est pour comprendre en fait quelle est la pratique de prix qui est derrière tout ça. Le contrôle se poursuit ici. Là encore, de la farine de blé interdite d'importation. Les consommateurs sont invités à plus de vigilance. À l'endroit des acteurs économiques, c'est une période où la consommation est élevée. Et donc, il ne faudrait pas qu'ils pensent que, au regard de cette forte demande, c'est une occasion pour eux aussi de pouvoir spéculer sur les prix. Mais on les appelle vraiment une fois de plus à la raison. Au sens élevé de leur patriotisme, de leur civisme surtout. Cette sortie de la brigade mobile de contrôle économique et de la répression des fraudes concerne toute la chaîne de distribution, à savoir les détaillants, les grossistes et les importateurs, comme dans ce dépôt de sucre importé. La BMCRF rassure, les contrôles vont s'intensifier pour garantir au Burkinabé des produits accessibles et de qualité. Et au cours de la sortie de contrôle, justement, la brigade est tombée sur un cas de fraude avérée et une unité clandestine opérant dans le montage d'engins à 2 roues. Voyons-en les précisions toujours avec Nongbakuda Sikuzongo. En mission de contrôle des produits de grande consommation, la brigade mobile de contrôle économique et de la répression des fraudes se laisse guider par son intuition en pleine mission. En cours de route, un tricycle qui quittait un peu les quartiers en profondeur. Donc, les équipes de contrôle ont vite compris qu'il fallait entreprendre des actions et chercher à comprendre quel pourrait être ce qui pourrait se cacher derrière cette sortie. Et voici ce qui se cache derrière cet échantillon de motocyclettes. Un magasin clandestin de stockage d'engins à 2 roues, soigneusement caché derrière cette maison d'habitation. Appelés, des répondants arrivent et boum, la caverne d'Ali Baba. On dit tous les jours pour les voleurs. Un jour aussi pour les propriétaires. La BMCRF, c'est les propriétaires aujourd'hui. Puisque nous avons dénombré jusqu'à 3 magasins. Et pour un total de motos de 171 motos, toutes tendances confondues. Nous avons des Cirrus 115, 62, des Cirrus 110, 19, et des Finn 25, et des motos Zera 26, des Mio 6, des YBR 2, et puis des Arios 5, et puis Airblade 13. Donc ce qui porte, et des Suzuki Crossover 5, et des Satiria au nombre de 8. Donc ce qui porte un total de 171 motos. 171 motos dissimulées dans ces entrepôts clandestins. La découverte hallucine et la décision va avec la gravité de l'infraction. Pour ceux qui suivent un peu le comportement du marché aujourd'hui, nous assistons purement et simplement à une disparition forcée, fabriquée des motos Cirrus et autres sur le marché. Mais en réalité, les motos sont là. Alors, pour la BMCRF, c'est un message ferme. Nous avons l'habitude, lorsque nous faisons de telles découvertes, c'est de procéder à la pose des scellés de ces magasins. Mais aujourd'hui, nous allons changer de message. Il s'agit pour nous ici
de faire convoyer l'ensemble de ces motos qui figuraient dans tous ces magasins-là à la BMCRF. Nous allons prendre une décision ferme. Décision prise, exécution déjà en cours, en attendant l'arrivée de la logistique adéquate. La population est donc une fois de plus invitée à dénoncer auprès de la BMCRF tout acte de ce genre. Appel au don de soi, à la lutte contre la corruption pour contribuer au façonnage de citoyens vertueux. Ce sont des appels depuis la délégation spéciale de la commune de Ouagadougou, des appels lancés ce matin même par le président de la délégation spéciale. C'était à l'occasion de la montée des couleurs faite ce matin. Donc Jean-Eudes Bayala, Sayuba Souré. Sous les couleurs nationales, Maurice Konaté et l'ensemble de ses collaborateurs réaffirment leur appartenance à la nation et aux valeurs de la patrie. Une montée des couleurs aux allures de mise en garde ce matin à la mairie centrale de Ouagadougou. Une fois le drapeau hissé haut, le premier responsable de la mairie de Ouagadougou tient un langage de fermeté avec les policiers municipaux. Droit dans les yeux, le PDS se veut clair. Tolérance zéro pour les brebis galeuses. Le nom de la police municipale ne doit plus figurer au premier rang des institutions les plus corrompues. Pourquoi un seul jour vous n'avez pas pris quelqu'un pour venir dire « Ah voilà, ce monsieur il a tenté de me corrompre ». Et c'est pour ça qu'on me dit que vous êtes corrompu. Chaque jour dans les radios. Mais quand même, prenez soin de vous interroger chacun. Parce que vous faites partie d'une institution qui doit être noble. Vous faites partie d'une institution qui doit donner des exemples. Avec le Coran, c'était 2 personnes. Mais le pire, quand on est sorti de ça, ce qui m'a vraiment fait mal, il y a un encore parmi vous qui s'est trouvé à escroquer un pauvre citoyen. Pour une faute qu'il a commise, où il doit payer 6 000 francs, il l'a fait payer 15 000 francs dans sa poche. Il a même mis la barre jusqu'à 30 000. Le gars a pris, il lui a donné 15 000, il a pris mettre dans sa poche. Alors que la comptable elle-même, elle savait 6 000 francs seulement. Faites pardon. Je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, on va vous interpeller. Que ce soit la première, la dernière fois qu'on nous envoie encore des cas comme ça. Ce dernier, il sera aussi puni comme les autres. Le président de la délégation spéciale de la commune de Ouagadougou évoque également la mauvaise gestion des produits de fourrière, la gestion du désordre urbain et la sécurisation des équipements marchands. Il exhorte les agents de la police municipale au professionnalisme, à la bonne gouvernance et au patriotisme. Il s'est ouvert ce jour même les travaux de la réunion des hauts fonctionnaires. C'est une rencontre préparatoire à la réunion des ministres de la Confédération des États du Sahel chargés des piliers sur la finalisation du projet de la feuille de route de l'an 2. Les différentes délégations vont au cours des travaux examiner et apprécier le projet de feuille de route centré sur des actions à entreprendre au niveau des 3 piliers, à savoir la défense, la sécurité, la diplomatie et le développement, entre autres. Point avec Mariama Tamboura. La rencontre de ce jour réunit les hauts fonctionnaires de la Confédération des États du Sahel, les représentants diplomatiques. Une réunion préparatoire consacrée à la finalisation de la feuille de route de l'an 2. Pendant 48 heures, les 3 équipes des 3 pays vont examiner et apprécier le projet de document qui doit guider la Confédération AES vers un consensus porteur d'avenir. À l'issue de nos travaux, il est attendu une feuille de route reflétant une vision politique partagée et stratégiquement cohérente. Des actions prioritaires clarifiées, hiérarchisées et validées. La consolidation des acquis de l'an 1, un instrument consensuel prêt à être mis en œuvre pour l'an 2. Les populations de l'espace confédéral sont à l'écoute. Les engagements et appuis sont à la base du succès à l'actif de la Confédération. L'élaboration de la feuille de route et sa mise en œuvre, ainsi que les actions programmées permettant de maintenir l'élan de solidarité et de tenir haut le flambeau qui illumine le cœur, l'esprit des fils et filles de la Confédération dans un espace uni et solidaire.
Le contenu du document donne des orientations, des actions à mener, selon le président de la Commission nationale de la Confédération des États du Sahel, chef de la délégation du Burkina Faso. Le contenu repose sur les 3 piliers, défense et sécurité, diplomatie et développement. Il ne nous revient pas pour le moment de tracer des éléments. Nous sommes tout simplement des techniciens envoyés en mission. Nous nous référons à celui qui nous a envoyés et l'ensemble des éléments qui seront retenus par ces excellences, nous serons mandatés à travailler pour la mise en œuvre. Les 3 pays au niveau de la Confédération de regarder ensemble, d'agir unité, d'agir cohérence, d'agir complémentarité, parce que ce n'est pas un mandat d'une personne, ce n'est pas une feuille de route qui sera arrêtée pour une personne, c'est une feuille de route confédérale et de ce point de vue, l'ensemble des équipes de ces 3 pays frères devaient se retrouver pour apprécier afin que nous puissions voir dans quel sens il faut aller ensemble. Cette feuille de route sera transmise d'abord à l'équipe ministérielle confédérale pour appréciation. À l'issue de cette étape, elle sera présentée aux 3 chefs d'État pour adoption définitive. En justice, le verdict de l'affaire Zindi Désiré et 9 autres impliquant des magistrats, des douaniers et un avocat jugé au tribunal de grande instance de Koupéla est tombé. 7 des 10 prévenus sont condamnés à des peines d'emprisonnement allant de 15 à 36 mois et à des peines des amendes comprises entre 3 et 5 millions de peines en partie assorties de sursis. Les 3 autres sont relaxés. Le point avec Issoufou Kabouré, Karim Bikenga. Ils sont appelés à la barre ce matin pour entendre la décision du tribunal de grande instance de Koupéla les concernant. Zindi Désiré et les 9 autres prévenus attendent avec intérêt l'assistance dans la salle aussi. Quand le président du tribunal prend la parole, il prononce des relax pour certains faits, reconnaît des culpabilités pour d'autres, notamment pour les faits de corruption et complicité de corruption, et ceux de révélation illégale de l'identité d'un témoin protégé et complicité de révélation illégale de l'identité d'un témoin protégé. Que de condamnation. Alban Sommet et Désiré Nikema à chacun une peine d'emprisonnement de 36 mois dont 18 mois fermes et une amende de 5 millions de francs CFA dont 3 millions de francs CFA fermes. Jonas Yamero et Oumarou Yamero écopent chacun 15 mois d'emprisonnement dont 2 mois fermes et de 3 millions de francs CFA d'amende dont 2 millions de francs CFA fermes. Mohamed Traoré est condamné à une peine d'emprisonnement de 24 mois, dont 12 mois fermes, et à une amende de 4 millions de francs CFA, dont 2 millions de francs CFA fermes. Urbain Meda et Antoine Kaboré écopent d'une peine d'emprisonnement de 15 mois, dont 2 mois fermes, et d'une amende de 5 millions de francs CFA, dont 3 millions de francs CFA fermes. Jean-Jacques Ouedraogo, Sédou Traoré et Anos Sampébré, quant à eux, sont relaxés des faits à eux reprochés, au bénéfice du doute. Une décision du tribunal diversement appréciée. Pour moi, c'est une décision mi-figue, mi-raisin, parce que c'est vrai, mon client a été condamné à une peine de 15 ans assortie de sursis, dont 2 mois fermes. Bon, il ne va pas tarder à sortir, mais c'est quand même une décision qui va impacter sur la suite de sa carrière. Voilà. De façon générale, je suis très satisfaite de la décision relativement à la situation de mon confrère, Maître Sampébré, qui pourra retrouver sa famille et puis ses activités professionnelles. Et pour l'ancien procureur général également. Mais bon, pour les autres, je trouve que la sentence est un peu lourde. Sur la décision qui concerne M. Jean-Jacques Ouedraogo, il a été relaxé de l'intégralité des infractions qui lui étaient antérieurement reprochées. Et ça, c'est une décision de justice que nous approuvons et que vraiment le droit a été dit à l'aune des faits. Pour les autres, il y a un certain nombre de relax qui a été prononcé pour aussi les magistrats. Et ça, c'est une bonne chose pour certaines infractions. Pour l'infraction de corruption, évidemment, la peine de 2 mois ferme est à discuter avec les clients pour voir dans quelle mesure on va relever appel de cette décision parce que les infractions ne sont pas constituées. À côté des peines retenues contre les prévenus reconnus coupables, le tribunal reçoit la constitution de partie civile de l'État burkinabé, ainsi que celle du RENLAC, le réseau national de lutte anticorruption. Par contre,
Il rejette comme étant mal fondées les exceptions d'incompétence, de nullité de procédure et de prescription de l'action publique formulées par les conseils des prévenus. Sur ce point, il est parfaitement en accord avec le parquet. Le tribunal nous a suivis pour une bonne partie de la décision, notamment en ce qui concerne les exceptions et en ce qui concerne l'infraction de corruption d'argent public reprochée à certains. Sur d'autres aspects, il ne nous a pas suivis. Bon, pensons que c'est sa décision et nous pensons que cette décision, nous allons relever appel. Nous avons relevé appel afin que la Cour d'appel puisse nous départager. Parce que là, nous ne sommes pas du tout satisfaits. Il y a certaines logiques qui nous échappent. Je pense que nous aurons l'occasion d'en débattre devant la Cour d'appel. Nous avons accueilli, en tout cas avec satisfaction, que notre constitution de partie civile a été déclarée recevable parce que certaines infractions ont donc été déclarées caractérisées. Et bien sûr, sur le préjudice moral qui était véritablement un combat que nous menions pour effectivement faire reconnaître que les personnes morales peuvent souffrir dans leur intégrité, dans leur crédibilité. Le fait d'avoir retenu ce préjudice moral, c'est une satisfaction pour nous. Pour le préjudice matériel qui n'a pas été retenu, nous allons analyser la décision si elle est rédigée pour effectivement aviser. Le verdict du tribunal de grande instance de Koupéla inclut 2 ordonnances majeures. Il s'agit de la mainlevée des mesures conservatoires relatives aux comptes bancaires de 10 prévenus ayant fait l'objet de gel et la restitution de l'ensemble de leurs biens, objet des scellés, pris en charge au greffe du tribunal. Chacune des parties a 10 jours pour interjeter appel. Justice toujours, nous assistons à la reprise ce matin du procès Yekami au tribunal de grande instance Ouaga 1. Plusieurs accusés sont passés à la barre. Ce matin, nous avons joint notre reporter sur place pour avoir plus de précisions. Moumouni Wanga. À l'ouverture de l'audience au 2e jour du procès, c'est la prévenue Lydie Bonkungu qui est appelée à la barre. Il lui est reproché d'avoir payé les participants à un atelier tenu à Ouagadougou alors qu'elle n'en était pas habilitée. Elle affirme avoir été sollicitée pour encaisser un premier chèque puis un second en lieu et place de Hamidou Tian, alors indisponible, une mission qu'elle a acceptée. Les sommes perçues ont, selon la prévenue, servi au paiement des participants à 2 activités. Après le règlement, elle déclare avoir confié la garde du reliquat à Dimash Koukayameogo, un autre prévenu, vu que Hamidou Tian n'était toujours pas disponible. À la question du procureur de savoir si elle savait que l'activité n'était pas autorisée par le ministre et ne devrait pas être rémunérée, Dame Bonkungu répond par la négative. Et quand le procureur cherche à savoir si elle était qualifiée pour accomplir une telle tâche, Lydie Bonkungu rétorque avoir exécuté une mission à elle confiée par ses supérieurs hiérarchiques. Et comme mentionné précédemment, la prévenue Lydie Bonkungu affirme avoir confié la garde du reliquat à son collègue Kouka Dimash Yameogo. C'est donc à sa suite que ce dernier est appelé à la barre pour s'expliquer. Régisseur au moment des faits et accusé de détournement de deniers publics, l'accusé nie les faits. Lui aussi a été sollicité pour effectuer le paiement de frais à des participants. À la question de savoir pourquoi il n'a pas reversé le reliquat qui lui a été confié par Lydie Bonkungu, le prévenu explique ne pas avoir pu le faire car les fonds ne provenaient pas de sa régie. À la question de l'agent judiciaire de l'État sur son habilitation à garder par devant lui le reliquat de fonds extérieurs à sa régie, Kouka Dimash répond par l'affirmative. Selon lui, il a accepté cette mission car il disposait d'un coffre-fort. Cependant, pour le procureur, Kouka Dimash aurait dû restituer ses fonds qu'il détient par devant lui depuis plus de 2 ans. À l'intérieur, l'audience de cette 2e journée se poursuit toujours. Et nous vous retrouverons bientôt pour la suite. Un tout autre point de l'actualité, nous ouvrons une fenêtre pour voir le quotidien dans la commune de Bilanga. Nous mettons l'accent sur l'activité économique dans la localité, activité économique avec la visite sur place du 4e secrétaire de l'ALT, une délégation de personnalités du milieu des affaires, Désiré Ilboudo, Joël Tendambiga. La vie a repris son cours normal dans la commune de Bilanga. Dans les gargotes comme chez les commerçants ambulants, le moral est haut. Nous avons repris notre commerce. J'ai eu un gain journalier de 2000 francs. Nous sommes dans la résilience. Tout est rentré dans l'ordre. Alors nous invitons donc tous les natifs donc, de la région de la Sirva à se donner main dans la main. Tout passe par Bilanga pour atteindre donc, les autres communes donc, de la région de la Sirva. De passage dans la commune,
L'honorable Yantema Arnaud Tendano, 4e secrétaire à l'ALT, a salué l'exemple de résilience de la population. Il a également saisi l'occasion pour féliciter les forces de défense et de sécurité qui ont repris le contrôle de la ville. Nous mettons en garde nos détracteurs, les ennemis de la nation, et qui viennent saper tous les efforts qui sont fournis dans la zone. Mais, comme ils peuvent le constater, les symboles qu'ils ont essayé de détruire sont toujours là. Le rond-point est toujours là, la population présente, l'État présent. La vie a repris son cours normal. L'incident était un incident conjoncturel qui s'est produit et qui a été très rapidement annihilé par les forces de défense et de sécurité qui ont repris la main sur la zone très rapidement et qui abattent un travail très formidable. Après ces incidents, la population se veut solidaire, renforcer sa résilience et sa détermination à collaborer avec les forces de défense et de sécurité afin de faire bloc contre les plans et les infiltrations terroristes. Car la nationale des transports en commun porte le tourisme du Faso. Désormais, retrouver la Sotraco et Faso Tourisme sur le même créneau, faciliter l'accès des sites touristiques aux visiteurs. Les deux structures viennent de matérialiser leur partenariat par une convention sur l'acte de signature intervenu le 18 février dernier, le compte-rendu de Césaire Carrefour à Lezungrana. C'est désormais scellé. La société de transport en commun Sotraco et Faso Tourisme conviennent de renforcer leur partenariat pour le développement du tourisme au Burkina Faso. À travers la signature de cette convention, ces deux structures s'engagent à faciliter l'accès des sites touristiques. Il s'agit pour eux de mettre à la disposition des touristes les cars de la Sotraco à tout moment et à un prix social répondant à leurs besoins. Depuis 2023, nous travaillons ensemble avec la Sotraco et au regard des nouvelles dynamiques enclenché, nous avons pensé qu'il était nécessaire aujourd'hui d'aller vers une convention pour formaliser notre partenariat. Et cela, c'est dans le but véritablement de faciliter l'accessibilité aux différents sites touristiques, accorder beaucoup plus de confort à tous ceux qui veulent parcourir notre pays et également rendre visibles nos institutions. À travers cette convention, des lignes touristiques adaptées seront mises en place avec des circuits de visite bien définis. Le tout pour encourager les Burkinabés à découvrir leur patrimoine et à s'approprier les richesses culturelles et naturelles du pays. On veut donner une autre dimension à la mobilité. En plus de notre mission traditionnelle, c'est utiliser cette mobilité pour promouvoir la culture, pour promouvoir le tourisme. Et nos obligations, c'est vraiment accompagner face au tourisme dans tout ce qu'ils vont prendre comme initiative où on aura besoin d'accompagner les gens en termes de déplacement, voilà, d'accompagner tout ce qu'il y a comme événement de promotion et tous les sites touristiques qu'il y a à visiter, qu'il y a à promouvoir, aussi bien pour les Burkinabés que pour les étrangers qui viendraient nous rendre visite. Cette convention qui vient de voir le jour traduit une vision, celle d'un tourisme accessible à tous, un transport urbain moderne au service du développement et une coopération interinstitutionnelle fondée sur la complémentarité des services. C'est un coin du voile qui est levé sur les us et coutumes du Faso. Nous sommes à Mané, dans la région de Koulsé. La localité accueille les équipes de la RTB pour l'émission Une semaine à le mythe et le sacré. Nous vous conduisons sur l'un des sites dans la localité, Sielassina Ouattara, Moussaki. Résidence de Naba Saga, premier ministre du chef de canton de Silmidougou. Nous sommes au secteur 1 de Mané, encore appelé Wentenga. Comme un guide d'un jour, le garant de la tradition nous conduit sur le site sacré du village, le Manénya, qui veut dire « fais et tu verras ». Quelques détours entre concessions, et nous y voilà. Le Manénya, lieu du pacte de non-trahison. Mais pour des principes de procédure, il faut de la patience. Le temps d'attendre un autre dignitaire et les représentants des signataires du pacte. Une fois les conditions réunies, l'histoire de cette place peut être maintenant racontée. L'histoire de Mané commence par là parce que il y a au moins autour du 15e, 16e siècle, un Akombra venu de Ouagadougou, de nom de Naba Nyasmé, est venu par là
pour régner. Et il y avait 3 entités. Il s'agit des Nakomse qui ont apporté les Thibaut, les Nyonyonse, en fait les Ninisi qui se sont reconvertis ou convertis en Nyonyonse, qui vont apporter bien sûr les Nyonyonré, et les Yarse qui ont apporté une page écrite en langue arabe. Et ils ont fait donc ce scellé en disant, pour qu'on soit sûr qu'on va toujours se respecter et qu'on sera obligé de travailler ensemble, on va faire ce pacte-là. Mais il y a une condition. Chacun a donné un pouvoir. Si parmi nous 3, quelqu'un trahit ce pouvoir, alors qu'il subisse la rigueur du pacte. Et en Morée, on dit, celui qui trahit verra. Un pacte de non-trahison, scellé depuis des années, symbolisé ici par ces pierres côte à côte. Elle protège visiblement la dernière composante du site, un bout de papier dont l'écrit est en arabe. Les sacrificateurs du lieu nous préviennent. Il est formellement interdit de chercher à voir ce papier ou de le filmer. Le Manenya est un héritage laissé par les ancêtres qui ont sacralisé la confiance, la fraternité entre les Yarsi, les Nyonyonse et les Nakomse. Plus qu'un rituel, il incarne la force et la protection du village de Mané jusqu'à nos jours. Ce lieu sacré est une grande importance pour nous. Il nous protège contre tout mal. Si tu viens ici, tes doléances sont exaucées. Invoquez le nom de Manenya si vous avez un problème. C'est sûr, cela sera réglé. Tous les vœux prononcés ici ont été exaucés. Nos grands-parents nous conseillaient de toujours faire du bien. Je vous assure, nous sommes nés trouvés. Mané ne connaît ni famine, ni épidémie. Si Mané venait à connaître la honte, cela sera imputable à la mésentente entre ses fils et filles. Des grands-parents aux petits-fils, en passant par les pères. Le rituel de Manenya a toujours été exécuté conformément à la décision des signataires du pacte de non-trahison. Et chaque année, il y a des sacrifices qui sont organisés. Les Nyonyonse qui sont chargés de sacrifier n'amènent pas des objets sacrificiels. C'est leur couteau tout simplement. C'est le chef qui envoie tout ce qui est animaux, plus le Yarnaba qui va envoyer le coq blanc, pour qu'on puisse, puisque c'était les 3 partenaires, pour qu'on puisse faire le sacrifice. Et c'est de là que toute l'histoire de Mané a commencé, en tout cas d'après ce que nous avons pu entendre de la tradition, mais aussi des écrits qui nous ont dévancés. Et à partir de ce pacte, c'est une histoire commune qu'ils ont créée, je voudrais dire une nation. Ça veut dire l'obligation d'avancer ensemble. Nous avons la même histoire et nous sommes obligés d'aller ensemble. Et il y a des droits et il y a des devoirs. Pour cette année, le rituel a déjà été accompli. Impossible pour les dignitaires de s'approcher du site sacré. Tout rapprochement serait synonyme de transgression de la loi de la nature. Une trahison qui conduirait le fautif à la mort. Il faut se tenir alors à distance tout en expliquant l'importance du Manenya. Avec le temps, la clôture du site a disparu. Aujourd'hui, ces dignitaires appellent à sa protection afin de renforcer la défense mystique et mystérieuse du village de Mané. Une sauvegarde aussi nécessaire pour transmettre le pouvoir et les connaissances liées au site aux générations présentes et celles à venir. La lecture croisée des journaux, des titres des journaux de la presse écrite pour refermer cette édition. Dans leur parution de ce mardi, les colonnes sont au sujet sur les préparatifs de la toute prochaine SNC. Les lignes bougent et bougent bien. Lit-on, un autre sujet retient les titres. C'est le retour de la commission mixte Burkina-Ghana. Benewende Frédéric Nikima. Axe Ouagadougou à Accra,
Les retrouvailles de la grande commission mixte entre le Burkina Faso et la République du Ghana, tenue le 20 février 2026, marquent le réveil d'un axe stratégique porté par une volonté politique renouvelée des présidents Ibrahim Traoré et John Dramani Mahama, fait savoir le journal Le Quotidien dans son édito du jour. Dans un espace sous-régional souvent bousculé par les soubresauts politiques et sécuritaires, le journal précise que cette 13e session a brillé par son pragmatisme. La preuve, la fluidité avec laquelle les équipements stratégiques transitent désormais par les ports de Tema et de Takoradi. Pour le journal, les relations entre les deux voisins sont au beau fixe, portées par une vision commune de désenclavement et de souveraineté. Selon l'éditorialiste, en actant à cette 13e session la reconnaissance mutuelle des permis de conduire et en renforçant les accords de transit routier, les deux États s'attaquent à des nœuds historiques. Au-delà des marchandises, c'est aussi la sécurité qui s'invite à la table. La signature d'accords sur la lutte contre les trafics de stupéfiants et sur la gestion des crises humanitaires montre que les deux capitales ont une lecture lucide des défis du moment. C'est signé et c'est bien. Il faut maintenant passer rapidement de l'encre des signatures à la réalité du terrain, conclut le journal. Autre sujet dans les colonnes des quotidiens burkinabés, la SNC Bobo 2026. Après l'installation officielle le 20 février du Comité national d'organisation, le quotidien bobolais indique que le dévoilement du visuel officiel et la conférence de presse d'hier 23 février sonnent le départ du compte à rebours. Selon l'Express du Faso, pendant une semaine, les Burkinabés vivront leur culture dans toutes ses dimensions. Pour mon confrère, un tel événement qui cumule en même temps avec la semaine de la fraternité de l'AES doit être organisé avec le plus grand sérieux et la plus grande responsabilité, ce qui ne relève pas seulement du seul comité national d'organisation. Mon confrère indique que même si les membres du comité ont été choisis en fonction de leur qualité et de leur expérience en matière d'organisation de grandes cérémonies comme la SNC, il n'en demeure pas moins qu'ils ont besoin de l'appui et de l'accompagnement sincère de tous les acteurs concernés pour faire de la SNC Bobo 2026 une réussite à tout point de vue. En attendant la SNC, bonne suite de programmes sur la RTV. Nous vous retrouvons demain.